Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. On revient sur un des films qui a marqué la cérémonie des Oscars. Aujourd'hui, notre émission est donc un compte-rendu sur le film The Brutalist, sorti le 12 février dernier en France. Adrien Brody nous livre une nouvelle prestation fantastique qui lui vaut bien un deuxième Oscar, celui du meilleur acteur, 22 ans après son premier qu'il avait eu pour The Pianist en 2003. Ce film, vous allez le voir, nous offre une plongée dans l'univers architectural de Laszlo Toth, un étranger hongrois aux États-Unis tentant de se faire une place au cœur du rêve américain pendant les années 1950. Adam Boissino et moi-même allons tout de suite débriefer cette grande œuvre de cinéma. Et je vous rappelle, avant cela, de vous abonner, de liker, de commenter et bien sûr d'activer la cloche pour ne rien manquer. Tout de suite, notre débrief. Alors, peut-être déjà cette première question, Adam, tu nous as donc rejoint encore une fois pour essayer de comprendre les différentes caractéristiques de The Brutalist, un film qu'on est allé voir vendredi soir. Et cette première interrogation sur ce qui revient comme étant l'un des grands points forts de ce film. Donc, ce sont les images et plus particulièrement le travail donc de réalisation de Brady Corbet qui nous livre en fait une œuvre qui a des caractéristiques vraiment d'application, de recherche au niveau de l'image qui est assez unique. Et je trouve par exemple qu'on arrive à bien percevoir les sensations, on a tout de suite des perceptions et les grands plans. Qu'est-ce que tu as pensé un peu des images ? J'ai beaucoup aimé ce point-là du film. Effectivement, les plans sont bien réalisés, sont bien choisis. Il y a aussi beaucoup de jeux de lumière que je trouve très intéressants. Il y avait une scène qui m'a marqué où Laszlo se fait virer de chez Attila. Ouais. Et on voit que d'un coup, le visage de son cousin est complètement assombri. On voit même plus ses yeux, son regard. Très beau jeu de lumière là-dessus. J'ai beaucoup aimé. Donc de manière générale, c'est vrai que les choix de plans sont vraiment très bons. Niveau image, plan, etc. C'est très bien réalisé. Parce que moi en plus, pour essayer de compléter ce que tu dis, c'est sûr qu'en fait, déjà pour ce qui est des jeux de lumière, on a vraiment ce film en lien forcément avec l'architecture, puisqu'on s'intéresse ici quand même au génie, au travail d'un architecte hongrois. Ce qu'il faut se dire, c'est quand même cette capacité de nous faire, de nous montrer la perspective dans les pièces, de cette façon qu'il a unique d'utiliser l'espace et d'utiliser la lumière naturelle du soleil dans ses projets. Donc ça j'ai trouvé que c'était un énorme point positif. Et le deuxième point, c'était sur cette capacité de nous proposer aussi des plans très larges où on voit les personnages marcher au loin, notamment quand ils sont dans la colline où ils vont chercher le marbre blanc. J'ai trouvé que c'était des plans qui étaient magnifiques. Voilà. Et certains ont trouvé ça, par exemple, lent, mais moi je trouve que du coup, c'est vraiment une façon de se démarquer pour un réalisateur, et du coup, il y a quand même une certaine beauté à cela. Oui, c'est vrai que c'est sa grande force. Donc là-dessus, il est très beau à voir. Très bien. Et donc, ça amène un deuxième questionnement, où là, vraiment, je t'interroge sur ce qui est un grand projet, parce que The Brutalist, c'est un film qui dure plus de 3 heures, qui mobilise énormément, on le sait, et quand on parle d'un grand projet, on s'attend à du grand cinéma, à en prendre vraiment plein la figure, mais dans vraiment des domaines très variés, que ce soit des images, de la performance, des personnages. On s'attend à voir énormément de choses. Et est-ce que toi, du coup, ça t'a donné un peu ce ressenti de grand film, projet massif ? La durée du film, Ouais. notamment, joue pas mal là-dedans. Mm. Le film aurait été plus court, j'aurais pas forcément eu l'impression, je pense. Parce que on aurait moins eu le temps de montrer des très grands plans, de vraiment exagérer là-dessus. Les performances seraient toujours là, évidemment, mais on serait sur un très bon film sans pour autant être dans le film primé je ne sais combien de fois aux Oscars, qui a reçu plus de 100 récompenses au total. Donc là-dessus, effectivement, on est sur un grand film, c'est évident. Alors après, c'est sûr que moi, quand je fais référence à ça, j'imagine aussi parce que
on a vu un peu dans la fiche technique du film que clairement c'était un film qui avait été tourné dans des endroits différents. Donc c'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné en partie aux États-Unis, qui a été tourné en Grande-Bretagne, qui a été tourné aussi en Hongrie. Il y a un passage en Italie. Donc en fait c'est un film qui a été tourné dans des endroits différents et aussi qui a été long à mettre en place. Où en fait quand on fait appel à autant d'acteurs et qu'il y a comme ça un récit qui est aussi long à développer, eh bien c'est vraiment que ça rajoute une complexité. Et c'est courageux, je trouve, à l'écriture, de proposer quelque chose d'aussi grand. Donc certes, je pense qu'après, c'est au niveau de la durée qu'on risque de perdre le spectateur. Mais au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où en fait, on s'imagine le script de ce film et on se dit, mais ça doit être énorme. Et il y a même des anecdotes du coup sur la façon dont ils l'ont tourné, avec ces fameuses bobines et le fait que le réalisateur voilà, ait choisi une technologie un peu plus ancienne qu'il a apportée et qui rajoute un peu ce côté voilà, travail minutieux. Et après, par rapport peut-être au ressenti des acteurs, où en fait, clairement, on a des personnages et aussi des acteurs qui sont nombreux, et du coup, c'est pas facile forcément de les estimer. Et c'est sûr que déjà, quand on sort de ce film-là, on pense à trois principales performances, celle de Felicity Jones, celle de Guy Pearce, et enfin forcément celle d'Adrien Brody, qui a même eu un Oscar, forcément je l'ai dit aussi en introduction. Et c'est ces trois acteurs qui restent en tête, qui sont mis un peu plus en avant par rapport aux autres. Et est-ce que toi tu trouves que c'est positif déjà qu'on en retienne trois? Et si tu devais un peu les évaluer, comment est-ce que tu dirais qu'ils se sont débrouillés? Alors, premièrement, oui, c'est logique, il y en a toujours une petite poignée qui ressort plus que d'autres, c'est normal. Comparé au nombre d'acteurs qu'il y a eu, il en faut forcément quelques-uns qui ressortent principalement, sinon ça ne tient pas. Ouais. Et là, pour le coup, c'est des très belles performances que j'ai vues. Adrien Brody, bon, Mm. que dire là-dessus? C'est juste. C'est des très grands jeux d'acteurs que j'ai vus, vraiment j'ai beaucoup aimé. Maintenant, les deux autres, alors Guy Pearce, euh, Oui, dans le rôle de Harrison Van Buren. voilà, il joue très bien également. Même si c'est un peu moins bien, mais bon, le personnage est aussi un peu en dessous, je pense. Ouais. Il faut Euh, le jouer quand même. il faut le Il jouer. faut le jouer. Il y a des scènes particulièrement où ça part un peu plus, il faut plus de caractère, il faut... Ouais. Il y a limite une part de bipolarité en plus. Exactement, et là-dessus c'est bien joué, j'aime beaucoup là-dessus. Felicity Jones, pour le coup, on la voit moins. Elle apparaît qu'à la moitié du film. Mhm. Euh, Sur le chapitre 2 en fait. Enfin, si on prend le chapitre 1, chapitre 2 avec l'entracte au milieu, Voilà. c'est vraiment plutôt comme ça que ça s'opère. Et c'est vrai que même si je trouve que du coup, si on la voit que sur le chapitre 2, elle marque assez les esprits quand même, alors que elle est que dans le chapitre 2. Donc on pourrait se dire, ah, c'est étonnant par rapport aux deux premiers qu'on voit quasiment tout le long, puisque Harrison Van Buren, on le voit quand même déjà dans la première partie. C'est sûr que quand même, je trouve on la remarque bien dans le rôle d'Arzébeth, et même si elle n'est pas là dans le chapitre 1, il y a quand même cette présence, on va dire, subtile, quoi, indirecte, parce que forcément il y a les lettres, Oui. et ça c'est quand même des touches, je trouve, d'écriture qui sont quand même bien trouvées, parce que les correspondances, elles sont fines et elles sont intéressantes. Oui, oui, et bah, ça rejoint justement le développement des personnages Mm. là-dessus. Et là, d'ailleurs, sur ces personnages, moi j'ai quand même eu un ressenti, je sais pas si c'est pareil pour toi. On a effectivement un peu ce trio principal, mais à côté, je trouve que la plupart des personnages s'éclipsent un peu. Ouais. On a tellement de personnages que finalement, ça laisse de la place pour aucun vraiment. Ouais, alors là c'est sûr que là-dessus, il y a quand même un développement à imaginer. C'est sûr que forcément, c'est une énorme fresque. Donc ça le fait aussi dans beaucoup de films. Je veux dire, il y a déjà eu des énormes projets comme ça, où on écrit
vraiment limite des dizaines de personnages. Et c'est sûr qu'à la fin, est-ce que c'est plus efficace que d'en mettre 3 ou 4 très bien écrits? Ça reste un questionnement. Le truc, c'est que, au moins, moi j'ai l'impression que ça change un peu. Donc ça, c'est un peu mon avis. Je sais pas si tu le partages, mais moi je trouve que ça change un peu. Certes, on va peut-être en oublier. Je pense peut-être à Jim ou des personnages comme ça qui sont un peu, un peu cachés parce que c'est sûr qu'on les voit sur une partie du film et ensuite plus du tout. Par exemple, Attila. Et au final, moi je trouve que ça change quand même. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt positif. Mais il faut pas non plus négliger le fait que clairement quand tu sors du film, bah t'en as retenu 3 4 grand max, si tu comptes éventuellement Harry, qui est le fils de Harrison, et qui du coup lui joue un peu son casse-pied et ajoute un peu de piment, j'ai envie de dire, au récit, mais même avec ça, ce n'est pas non plus celui qu'on retient vraiment. Voilà, moi je trouve que je pourrais pas dire que c'est une complète mauvaise idée. Ouais, je vois là-dessus. C'est vrai que c'est original, mais en même temps, moi personnellement, je trouve ça un peu négatif quand même, parce Ouais. qu'effectivement, Attila, je trouve que ça coupe assez. C'est assez brut, Ouais. la façon dont ça Oui, coupe c'est avec pas. lui, et qu'après on le voit plus du tout. Pareil, Zofia là. Mm. Zofia, pardon. J'ai du mal à saisir, on n'a pas vraiment de développement. On voit qu'elle parle pas du tout, d'un coup elle parle, elle a un mari, elle part en Ouais, toi, tu trouves Israël, qu'il y a c'est des vrai. incohérences qui sont liées au fait qu'il y a énormément de personnages à mettre en avant, qu'il y a beaucoup comment dire, d'écriture à produire, et que du coup, forcément, on peut pas non plus être toujours très cohérent du fait que bah, quand il y a plein d'interlocuteurs, au bout d'un moment, c'est difficile de peut-être pas s'y perdre une fois ou deux. Mais quand même, moi je trouve que quand on met en perspective, c'est quand même un film qui gravite autour de l'architecte, de l'Osla. Et au final, c'est vrai que certes, les personnages sont un peu anecdotiques qu'il y a autour de lui. Mais au final, bon, c'est quand même lui qui est l'objet du film. Donc Oui, non, c'est bien pas sûr. comme si non plus on avançait un film où on te disait, bon bah voilà, c'est le rêve américain des architectes dans les années 1950. Là déjà, peut-être que ça aurait été plus critiquable. Je trouve que The Brutalist, ça reste quand même sur l'histoire d'un homme. Donc ce qui gravite autour de lui, quelque part, moi ça me dérange pas particulièrement qu'on les retienne peut-être un peu moins, tant qu'il est assez mis en avant. Et j'ai trouvé que c'était quand même le cas, que les autres du coup ne lui prenaient pas trop la place. Ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils n'ont pas non plus complètement laissé la place? Là, peut-être qu'on peut aussi dire quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a certains persos, clairement, voilà, on parle d'Attila, de Jim, ça c'est pas des présences qui ont marqué, quoi. Je pense que quand même les personnages un peu disons secondaires se marchent un peu dessus Ouais. entre eux Ce qui fait dans que- cette longue durée, de peut-être un peu plus développer certains. Et donc on revient sur la durée du film qui quand même dure 3h15 Mm. sans compter l'entracte. Parce que oui, il y a une entracte au milieu du film. Particularité. Et là-dessus, moi j'ai trouvé quand même que c'était un peu long. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, bah alors sur l'aspect long, ce qui se passe, c'est que évidemment, lorsqu'on fait un film de cette durée, bah voilà, je pense qu'il faut quand même forcément envisager des longueurs. Malheureusement, c'est en plus des choix qui ont été faits, comme on l'a dit sur les images, qui font que le film n'est pas un film d'action. Il y a un moment où on peut pas non plus nous envoyer plein d'animations à l'écran tout le temps. Donc c'est sûr qu'il y a des longueurs. J'ai trouvé que sur les 40 dernières minutes du film, on va dire que les 20 minutes avant les 20 dernières, si on essaye de reprendre comme ça, ont été particulièrement longues, où j'ai trouvé que la fin se faisait attendre. Mais lorsqu'elle est arrivée, j'ai été satisfait. Donc ça a un peu contrebalancé mon avis. Là où par contre, je vais être peut-être un peu plus critique, c'est sur quand même ce choix de nous en montrer autant. Est-ce que peut-être ça aurait pas été un peu plus pertinent de couper certains passages? Pourquoi pas arriver à un film de 3 heures par exemple,
où là, franchement, je n'aurais peut-être pas eu de choses à relever. Parce que, encore une fois, moi, c'est ce type de film, ça me plaît de voir ça de temps en temps. Donc, ça m'aurait franchement pas ennuyé, un film de 3 heures, et cette idée de l'entracte qui reste positive pour moi, parce que je trouve que, notamment, si on ne le voit pas au cinéma, ça permet de le voir en 2 soirs d'affilée, ça permet de couper, de faire une bonne coupure, parce que la coupure n'est pas bête, hein, elle est bien écrite, cette coupure. Elle est logique, chapitre 1, chapitre 2, ça s'enchaîne bien, c'est fluide. Son chapitre 1 qui est vraiment sur son arrivée aux États-Unis, comment il arrive à essayer de vivre de son génie. Deuxième partie, l'arrivée d'Erzébeth, l'arrivée de Jofia, et tout de suite ça prend aussi une autre tournure. Donc j'ai trouvé ça bien fait, et l'entracte, bah, c'était original, franchement. On peut passer aux notations. Alors, c'est des notations qui sont quand même bah, exceptionnelles, hein, pour un film déjà sorti en fin d'année 2024, c'est vrai, aux États-Unis, mais qui a eu un vrai décalage par rapport à la France, puisqu'il est sorti le 12 février, comme je l'ai dit précédemment en introduction. Et c'est sûr qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est que franchement, bah, là, c'est déjà un des meilleurs films, clairement, que j'ai vu en 2025, parce qu'il est quand même très complet. Donc, on va le voir maintenant. Déjà, il y a un scénario qui obtient la note de 8 sur 10, parce que même si c'est une histoire basée sur des faits réels, elle est quand même massive et elle est quand même très développée. Et je trouve qu'il faut vraiment mettre en valeur ce travail de rédaction. Exactement, exactement. Et là-dessus, il est très bon, le film. C'est pour ça qu'effectivement, le 8 se justifie. Voilà, et par rapport au personnage, là, c'est plutôt la note de 7 sur 10, donc une performance bonne, voilà, de la part de l'écriture des personnages. Qu'est-ce que je peux dire peut-être là-dessus? Bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas non plus très bon, Ouais. parce que voilà, certains personnages, les trois personnages principaux sont très bons, mais les personnages secondaires se marchent un peu dessus. Ils manquent tous un petit peu de développement. Peut-être qu'il y en avait un peu trop, je sais pas. À voir. Très bien, ok. Et par contre, on remonte un peu pour les performances d'acteurs, où là, forcément, bon, on a parlé de Brody, mais clairement, lui, il colle parfaitement au rôle, puis il a déjà évidemment fait des rôles comme ça, où déjà il est dans des circonstances de Seconde Guerre mondiale ou d'après-Seconde Guerre. Il rentre parfaitement dans ses rôles. Moi, je l'ai adoré dans Le Pianiste. Je trouve que c'est un film que je pense que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Et c'est clair qu'après, il est aussi bien accompagné sur le casting. Je trouve quand même. Et surtout Felicity Jones, mais également Guy Pearce qui a bien joué. Et les autres qui ont répondu, on va dire, forcément aux attentes de leur personnage. Et c'est vrai que là, s'il y a des petites lacunes par rapport au personnage, ils ont quand même compensé par leur jeu d'acteur. Non, bah, très bien résumé là-dessus. Ouais, parce que par exemple, je sais pas, mais on a parlé d'Attila. Est-ce que toi tu trouves par exemple que l'acteur, il a quand même, il s'est quand même bien débrouillé par rapport à l'écriture qui avait été faite du rôle? Ah non, mais clairement, les acteurs ont tous bien joué. Les performances, d'un point de vue général, sont vraiment très bonnes. Ok, et on reste sur la même note de 8 pour l'objectif, où là c'est à la fois le succès et on va dire peut-être l'effort mémoriel qui sont à relever principalement. Bah alors, 8 oui, parce que déjà les récompenses, tout simplement. Mhm. Et carton plein, j'aurais tendance à dire. Il a été nommé 300 fois. Plus de 310 fois pour plus de 110 prix, donc c'est juste énorme. Ça parle de lui-même. Donc, effectivement, et puis sur la reconnaissance, ça parle aussi d'un architecte qui a quand même une importance assez grande, et qui pour autant, je pense, est méconnu. Exactement, il a pour beaucoup été considéré comme sous-estimé dans son apport à l'architecture. Et c'est sûr que de voir son travail, mais bien plus que ça, de voir son originalité, ce qui peut amener à l'architecture à ce moment-là de l'histoire, je trouve que c'est quand même très très bien fait, le côté futuriste. Et enfin, la qualité image-plan, musique, parce qu'il faut le dire, il y a quand même un bon accompagnement musical aussi, où là on arrive même à 9 parce que là on tient vraiment de l'excellent. Tout simplement, c'est très beau à voir. La musique accompagne très bien Ouais. les différents thèmes en fond. Donc, bah, encore une fois, c'est sa grande force. Et donc c'est la première fois
depuis le début de l'année, qu'on arrive à un film noté 4 sur 5, donc 4 étoiles. Un film donc vivement conseillé pour tous. Alors il faut être valeureux, il faut être courageux pour aller faire l'effort. Pourquoi pas attendre dans un deuxième temps qui soit sur les plateformes. Je ne sais pas si c'est prévu. Dans tous les cas, c'est un film voilà, exceptionnel quand même. C'est un très très beau film qui obtient logiquement les 4 étoiles. Donc en tout cas, voilà, c'était notre compte-rendu de The Brutalist. Et je vous remercie de nous suivre sur le Popcorn Review, votre compte-rendu vraiment hebdomadaire des films qui sont sortis assez récemment. On essaie souvent de vous proposer des films voilà, qui viennent de sortir mais qui ne sont pas trop récents parce qu'il faut quand même que vous ayez eu le temps d'aller les voir. Et justement, la semaine prochaine, on ira découvrir un peu les secrets de Keops avec un Fabrice Lucchini qui est annoncé comme collant à la perfection à son rôle. On verra ça la semaine prochaine. Restez bien connectés à la chaîne et à plus.